à la Marseillaise. Bonjour, bonsoir. Merci pour l'invitation, Françoise, chère amie. Merci Corinne, merci à vous pour être venus. Là, il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais vous êtes quand même là. Et c'est essentiel. Voilà, comme vous avez présenté, je m'appelle Jalil, j'ai 28 ans. Je suis étudiant en géopolitique à la IFG, à Paris-Ville. Et en France, je suis depuis 2019. J'ai vécu un peu partout en France, partout, dans le sud surtout, à Marseille, à Lanto, Martigues, Aix-en-Provence, Gémanos justement, Marseille aussi. Et j'ai étudié les sciences sociales, la sociologie à l'université Aix-Marseille. Je l'ai fini. J'ai raconté un peu ma vie, si vous voulez, dans un livre autobiographique que j'ai publié en 2020, qui s'appelle « Je n'avais pas la choix ». C'est un livre auto-édité, voilà, avec un collectif de bénévoles, justement au sud de la France, dans 4 langues. Je l'écris moi-même, dans 4 langues, en allemand, en anglais, en français, bien sûr en farsi. Et puis, cette année, bon, quand on commence dans la littérature, il faut continuer. On ne s'arrête pas. Donc, le deuxième livre, il est publié cette année. C'est un costaud livre. Voilà, si vous voulez, c'est un autofiction, un peu. C'est un peu une nouvelle forme de littérature, basée un peu sur mon histoire d'exil, mais j'ai essayé un peu d'inventer des choses, de le rendre un peu en fiction, mais tout en restant fidèle à la base. Donc voilà, Suivre l'étoile, ma vie ailleurs, publié à Lille, de Book Edition. Bon, ça c'est un peu de publicité. Et voilà, si vous voulez, je vous donne, vous pouvez un tourner. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, moi, moi je ne suis pas un expert. Pourquoi je suis parti? Écoutez, si je raconte tout, ça ne sert à rien un livre. Hein. Donc je vous laisse quand même aussi un livre. Non, tout bref, pour dire que moi je viens d'une minorité ethnique et religieuse qui s'appelle les Hazaras. Les Hazaras sont chiites, musulmans, en Afghanistan. Moi je ne suis pas religieux, je suis agnostique, voilà, mais en respectant toutes les religions, tous les foi, si je respecte le paix, les autres, je le respecte. Pourquoi je suis parti? Justement, une de ces raisons, c'est mon appartenance à cette minorité ethnique, qui sont, si vous voulez, discriminés dans l'histoire de l'Afghanistan par la majorité ou même par les autres, si on sait un peu bien l'histoire de l'Afghanistan. Ensuite, je suis parti aussi parce que j'appartiens à une famille plus ou moins, si vous voulez, éduquée. Éduquée dans le sens, nous on est 5 frères, 2 sœurs, 7 enfants. Et mon père est quelqu'un qui a travaillé en Iran, seul, financé toute la famille. Et on n'est allé que à l'école, on n'a fait que des études. Donc c'est lui qui a sacrifié mon père et ma mère, leur vie, pour nous, parce qu'on arrive, qu'on aille à l'école. Vous voyez? Donc, après, comme on était une famille, voilà. Bon, quand je parle fort, je disais que peut-être pas très agressif. Voilà, la famille. On était allé à l'école dans ce village un peu, voilà, moi je suis de base montagnard, donc dans des villages à peu près entre 2000 et 2500 altitude. Dans la province de Ghazni, c'est une province, vous voyez sur les cartes, c'est vraiment vers le sud-est de l'Afghanistan, pas loin du Pakistan et pas loin du Kaboul non plus d'ailleurs. Personnellement, quand j'étais au collège, j'ai créé un centre d'apprentissage pour les filles et les garçons ensemble, mixte. Je les enseignais, ça, je le dis, il y a aussi des photos dans le livre. J'ai enseigné les filles et les garçons, ados, enfants et jeunes ados, dans des classes mixtes, anglais, des matières scolaires,
dans le village, gratuitement. Et puis, bon, au départ, ça j'avais commencé en 2010. On a enseigné pendant presque 5 ans. Et puis, en 2014, on a reçu une subvention d'un ONG norvégien, européen, norvégien, qui s'appelle... j'ai oublié le nom, mais ça va arriver. Donc, c'est un ONG qui nous a soutenus financièrement pour acheter des matériels, comme par exemple l'ordinateur, des tables et des chaises. Et alors, cette subvention qu'on a reçue, c'était comme si vous voulez, un déclencheur pour les autres villageois religieux, mais aussi des villages voisins qui est Pashtun, conservatrices, si vous voulez, qui ont été toujours sous le contrôle des talibans. Un village à côté. Moi, j'avais vraiment, on est frontalière. Hazara, chiite, un village sunnite, mais de sunnite dur. Voilà. On a reçu de menaces. Pareil. Je l'ai raconté dans le livre aussi. On a reçu des menaces à la fois directes par des gens de village. Des menaces comme quoi il faut arrêter cette connerie et vous êtes des espions des Occidentaux. Vous enseignez justement la langue anglaise, c'est un tabou. Il ne faut pas enseigner la langue pour les enfants. Pourquoi vous enseignez anglais informatique? Et ensuite, on a reçu, là c'était sérieux, en 2015, on a reçu vraiment des lettres de menaces. Je le traduis, je l'ai donné même à mon frère ici à Paris, une lettre de menace comme quoi il était bien marqué avec nos photos. Voilà. Comme quoi, il faut arrêter tout ça. Bon. Finalement, vous savez qu'en 2015, l'OTAN ont pris la décision de partir de l'Afghanistan. C'était en 2015, 2014 déjà. D'abord les Français sous Sarkozy. Ne nous menace pas. Ouais. D'abord les Français. Donc, c'était, si vous voulez, un moment déclencheur pour un départ massif des migrants afghans vers l'Europe et vers les pays voisins. Déjà en 2015. Donc, voilà, c'était l'occasion aussi pour moi, pour mon frère qui est en Suède. J'en ai un peu des frères partout. Voilà, on est tout partis, presque. Il y a un frère et une sœur qui est restée. Les autres sont tout partis. Parce que, bon, encore une fois, moi je suis la plus jeune, donc les autres sont tous diplômés, master, ingénieurs, professeurs, enseignants. Bah, on n'avait pas de place, on n'avait plus de place. Appartenir à une classe intellectuelle, mais très populaire. Moi, je ne suis pas une fille de bourgeois ni de classe d'élite, non. J'ai grandi dans un village tout petit en haut et mon père a toujours travaillé comme un esclave en Iran chez les bourgeois iraniens. Il a nettoyé les toilettes, il a fait le thé, il a fait la maison, pas plus. Donc voilà, c'est ça mon classe. Voilà la raison pour laquelle menace. Et puis au bout d'un moment, vous voyez, si vous n'êtes plus vous n'êtes plus sûr et que partout il y a des menaces. Le menace peut être dans le village, ça peut être à Kaboul, ça peut être partout. Vous savez que quand les talibans menacent, bah, c'est autoritaire, hein? Il ne faut pas rigoler avec ça, ils ne rigolent pas. Vous savez que de 2015 à 2021, il y a des centaines, voire des milliers d'activistes, des journalistes, des très bons journalistes, des anti-talibans qui ont été tués, qui ont été massacrés, pas seulement tués, mais massacrés d'une manière violente, dans les rues. Donc, voilà, un peu mon histoire, pourquoi je suis parti. Après, je réponds plus un petit à vos questions, mais l'objectif ici, c'est pas de victimiser et ne pas non plus de parler seulement d'émotions, parce que voilà, ça sera mieux que vous posez des questions et comme ça répondre, comme ça sera interactif un peu. Sinon, voilà, on va s'endormir peut-être. Merci. Non. Administratif et tout ça, mais on tire toujours les leçons, on grandit avec. Si je raconte maintenant ma vie, on n'a pas le temps. C'est très très long. Donc, vous parlez de la société civile et l'accueil. Moi, je les ai vécus par moi-même dans la solidarité française. Je le connais. J'ai une marraine à Avignon qui s'appelle Mireille. C'est grâce à Mireille que je connais la France et que j'apprécie. J'ai Alexandre là
que j'ai vécu chez eux, Alexandre, dans leur famille, pendant quelques mois, à Gémanos. Vous parlez théorie, mais moi pratique, j'ai vécu dedans. Je connais la solidarité française. La solidarité civile, attention. Il y a gouvernement, il y a le civil. Je connais qu'en France, il y a une valeur fondamentale, profonde, et ça c'est très important. Il faut le garder, il faut le transmettre aux générations futures. Comment le transmettre? Il faut mobiliser, il faut, vous avez parlé de fierté, on peut être fier, bien sûr, mais attention à ce mot-là aussi, il faut le traduire de bonne manière. Moi, comme j'ai étudié les sciences sociales, donc il faut faire attention à la définition des mots. C'est bien, tout le monde peut être fier de leur origine, mais en gardant cette fierté, on peut améliorer encore, on peut transmettre toutes ces valeurs à la génération future. J'ai été accueilli pendant 2 premières années en France, dans les familles françaises. C'est grâce à cet accueil-là, c'est grâce à ces Français-là que je connais la France, que j'apprécie. Et que ça serait une fierté pour moi un jour de devenir français. Et je suis dans la démarche de devenir français. Voilà. Le laïcité. Écoutez, comme j'ai travaillé dans l'éducation, que j'ai enseigné, laïcité, ça va avec toutes ces 3 grandes valeurs fondamentales de la France, égalité, liberté, fraternité, et ça va avec, je sais que c'est écrit dans la Constitution, c'est très très important, il faut qu'on adapte, il faut qu'on trouve, il faut qu'on définisse la laïcité dans l'école pour tout le monde de manière très facile. Parfois, j'ai l'impression, moi je connais la France maintenant, la société française, j'ai l'impression que ce mot-là, la définition n'est pas bien transmise surtout dans les minorités, surtout dans les quartiers. Vous entendez? C'est-à-dire, il faut qu'on soit derrière les institutions. Les institutions, si on n'a pas un gouvernement fort, avec des lignes bien claires, on n'arrivera pas avec le communautarisme. Et on n'arrivera pas avec les radicaux. Non plus. Ce n'est pas mon ligne partagée. Je ne soutiens aucun. Que ce soit de gauche ou de droite, on n'arrivera pas à avancer ce pays avec les radicaux et ni avec les extrêmes. On a des mouvements extrêmes partout. Des mouvements, mais de plus en plus, on s'habitue avec cette catastrophe extrémisme. Extrémisme à toute forme. Extrémisme, on a des extrêmes écolos, on a des extrêmes même féministes, on a des extrêmes religieux, on a des extrêmes nationalistes, on a des extrêmes fachos, on a des extrêmes gauchistes, tout, on a tout. Il ne faut pas laisser place à ce mouvement-là. Il faut qu'on reste original. Ça, c'est un mot c'est mon propre mot. Le français doit rester original. C'est nous les originaux. C'est les Français. Il ne faut pas se laisser porter par un mouvement un peu américain, à l'américaine, démocratie américaine. Ça ne va pas marcher. La France doit appuyer sur son propre racine, sur son propre originalité, et c'est ça la ligne française. Il ne faut pas croire que voilà, un modèle un peu idéaliste américain va sauver notre vie ou va sauver notre communauté. Rester fidèle à notre propre croyance, à notre conviction, et je suis sûr, je me bats pour ça, et peut-être un jour je m'engage que la France, comme c'est toujours traditionnel en France, il ne faut pas choisir le camp, on a notre camp. Pourquoi aller vers le modèle soviétique ou l'américain? On a notre camp et c'est à la française. Il faut rester sur cette ligne-là, il faut porter cette ligne avec fierté, et c'est une ligne originale. Et cette laïcité, attention, la laïcité ne doit pas être un mot élite, intouchable et très compliqué, non. Il faut les adapter à toutes les générations, à toutes les échelles. C'est-à-dire, si on parle avec un étudiant, un élève de 7 ans, il faut qu'elle comprenne qu'est-ce que c'est la laïcité. La laïcité n'est pas comprise dans le quartier français. La laïcité est vue comme une menace. Il faut qu'on adapte ça. C'est un travail académique, c'est un travail de l'éducation, c'est un travail
de définition. Il faut faire toujours attention à des mots. Mots. C'est ça qui me fait mal parfois. Si ça serait moi un jour un politicien, je m'adresse à tous les citoyens qui vivent en France, pas seulement. Vous savez, là c'est une critique. Quand le président de la République s'adresse, il dit Français, Françaises. Et alors, ceux qui vivent ici, qui ne sont pas Français, moi je serais pur que le président de la République s'adresse Françaises, Français, à tous les gens qui vivent dans ce pays. Et c'est comme ça qu'on fait la société. Je prends ce modèle-là parce qu'en Autriche, le président écologiste Van der Bellen, elle s'adresse toujours comme ça. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce mot-là, on fait l'inclusion sociale. Il ne faut pas dire nous, les Français, et eux, les étrangers. Non. Non. Vous n'allez pas arriver. Il faut accepter que la France est un pays multiethnique, divers, et c'est un pays de couleurs, de plusieurs. Vous voyez votre équipe nationale de foot. Non mais, voilà, soyons clairs, moi je suis très direct. Pourtant, je ne suis pas en colère. Hein. Moi, je parle comme ça, attention, voyez ça. Vous avez gagné 2018 en Coupe du Monde quand même avec cette équipe. Vous êtes champion du monde. Et alors, quand c'est de positif, vous êtes tous les Français et les étrangers aussi, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, hop, non. Il ne faut pas regarder devant ce pied, il faut regarder loin. Loin, il faut préparer la France, il faut garder ce ligne, et cette ligne est originale, encore une fois, originale. Ne vous perdez pas dans l'idée complotisée, d'immédiat, des extrêmes. Non. Il faut soutenir l'État. L'État doit rester. Si on part, là, vous avez entendu il y a quelques semaines, si chacun fait dans son quartier la loi, on rentrera dans une guerre. Et ça, il faut absolument éviter. Il faut soutenir l'État. Il faut que ce soit l'ordre, mais il faut que l'État soit avec nous. Il faut que nous, c'est nous l'État, c'est nous la laïcité. C'est moi, c'est vous, c'est nous la laïcité. Si la laïcité est quelque chose, un mot, je ne sais pas, idéal, magique, quelque part, on n'arrivera pas. Voilà, c'est ça ma position. Et je le dis vraiment avec une profonde conviction. Avec profond. Et c'est pas que je ne connais pas la France. Je connais très bien la France. Maintenant, j'ai lu Victor Hugo, j'ai lu Saint-Antonin Exupéry, j'ai lu Albert Camus, j'ai lu Marcel Pagnol, et je sais Paul Cézanne. Je sais la culture française, et je l'apprécie. Et je suis très fier aujourd'hui de parler cette langue et de vivre dans ce pays merveilleux. Voilà, merci. En réaction à je dis le mot extrémiste. Pour moi, l'extrémiste, il faut peut-être rajouter autre chose que je n'ai pas rajouté, c'est l'extrémiste violent. Ceux qui font la guerre, ceux qui détruisent, ceux qui brûlent la bibliothèque, ceux qui ferment l'autoroute, ceux qui cassent l'arrêt de bus, ceux qui enflamment les bus dans les rues, ceux qui attaquent la mairie et ceux qui montrent un salut de Hitler, de nazisme dans le stade. Ça, c'est à eux qu'il faut le combattre. Moi, je suis un laïc. Je soutiens, sinon je ne serais pas là. Voilà. Mais il faut toujours faire attention, comme je suis dans la diplomatie aussi, je suis un élève. Il faut comprendre aussi, il faut faire attention à deux choses. Humiliation. Il ne faut pas humilier non plus. Il ne faut pas mépriser. Parce que le résultat de méprise, c'est la guerre actuelle en Palestine. Israël ont méprisé, humilié pendant 40-50 ans un pauvre peuple palestinien, et le résultat, c'est la masse. Voilà, il ne faut pas mépriser. Il faut faire très attention à la humiliation d'un peuple, leur origine et leur identité. Voilà, parce qu'il y a toujours des lobbyistes dans le pouvoir qui font que un jour, ça va s'exprimer par la colère. Et la colère, dedans, il n'y a pas d'objectivisme. C'est des casseurs, c'est des voleurs.
et ses agresseurs. Voilà. Donc, ce deux mots, il faut faire très attention. Et ce mot-là, je cite parce que j'ai entendu ça d'un ambassadeur de la France, qui était en Israël. Ambassadeur de la France, qui était venu chez nous à EJ, à l'Institut français de géopolitique. Il a dit la même chose. Il faut faire attention à ce deux mots-là. À la méprise, à la humiliation. Il ne faut pas humilier les gens. Il faut aller avec eux, mais intelligemment. Il ne faut pas non plus toujours dire tout devant les médias. Quand c'est la bonne cause, on n'a pas besoin d'avoir des avis de tout le monde. Il faut le faire pour les bonnes causes du peuple. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir des avis de chaque quartier. Voilà, merci.